Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina sur ici-tout.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ici-tout.tv. Téléchargez l'appli. Nous sommes le vendredi 20 février. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver. Merci d'être avec nous encore ce matin, j'espère que vous allez bien. Alors, étiez-vous à l'écoute? Avez-vous regardé le match? À l'écoute, parce que oui, c'était possible de l'écouter sur Ici Première hier, ce match de hockey. Défaite crève-cœur de l'équipe de hockey. Chez les femmes, oui, hier, face aux États-Unis en grande finale pour la médaille d'or. Évidemment, les Jeux olympiques entrent, puis on approche de la fin, là, on approche de certaines compétitions qui vont se terminer. Il y a beaucoup d'actions ce matin à la montagne. Jean-François va nous en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qui a retenu l'attention, je pense, un peu partout au pays. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à l'écoute ici en studio? Oui, tout le monde a vu ça. Je ne suis pas remise encore. J'étais avec ma fille qui joue au hockey. Puis elle était un petit peu frustrée. Elle est partie dans sa chambre, elle était tellement déçue. Ouais. Elle avait de la misère à contenir ses J'étais probablement émotions. Dans le même état qu'elle. Je pense qu'on aurait pu se faire compétition. Quel beau match. Quel beau match quand même. Grand match. Grand match de hockey, effectivement, entre les deux équipes. On va y revenir, évidemment, avec Jean-François Paradis. Au sport, Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard pour nous parler de ces discussions. Vous savez, discussions qui ont repris entre les États-Unis et l'Iran depuis le début du mois de février. Donald Trump qui a dit hier qu'il donnait 10 à 15 jours pour qu'il y ait un accord entre les deux pays, sans quoi, et je le cite, de mauvaises choses pourraient se produire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? À quel point les discussions avancent? Jean-Philippe va faire le point avec nous là-dessus dans les prochaines minutes. Élise Jeté va revenir avec nous à la fin de l'émission pour nous parler de culture et pour nous parler, entre autres, du décès de cet acteur américain, Eric Dane. Oui, qu'on connaît particulièrement pour son rôle du docteur Mark Sloan dans Grey's Anatomy. Il est décédé des suites d'une sclérose latérale amyotrophique. Son diagnostic date d'une dizaine de mois, donc ça a été très, très rapide. Il était déjà engagé dans la cause. Il avait gagné un prix aussi là, pour son engagement, en fait, pour lutter contre cette maladie-là qui est assez difficile là, dans les derniers jours. Donc, qui est décédé à l'âge de 53 ans seulement. 53 ans, c'est très jeune. On va y revenir un peu plus tard aux actualités culturelles. Tiens, parlons-en tout de suite, Jean-François Paradis, de ce match aux Olympiques. Déception, parce que, évidemment, tout le monde voulait voir le Canada gagner l'or, mais en même temps, quel beau match d'hockey. Quel grand match. Une autre grande finale en hockey féminin. C'est une tradition olympique. C'est dommage, une médaille d'argent, oui, mais un revers crève-cœur. On voyait les Suisses qui étaient toutes heureuses de recevoir leur médaille de bronze. Elles ont remporté un match pour obtenir la médaille de bronze, mais l'argent, quand on joue au hockey, c'est une défaite. Oui, alors, c'est difficile à prendre. Et on ne s'attendait pas... Enfin, peut-être qu'on errait, mais donc, on ne s'attendait pas nécessairement à un match de ce niveau de la part des deux équipes parce que les Américaines avaient dominé les Canadiennes 5-0 dans le premier match. Alors, on se disait, on était peut-être rendu dans une nouvelle ère du hockey, mais hier, on est revenu aux bonnes vieilles habitudes des deux équipes, je vous dirais. Et donc, c'est Megan Keller qui a marqué le but victorieux en prolongation pour offrir cette médaille d'or aux Américaines. Keller qui a surpris Anne-Renée Desbiens en échappée avec un tir du revers. Un très beau but, malheureusement. Les Américaines ont donc gagné l'or olympique pour une troisième fois depuis 1998. Le Canada, bien sûr, a triomphé lors des 5 autres tournois. Ça a été un match d'une grande intensité qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'est un cliché, mais c'est la réalité. D'ailleurs, les Canadiennes ont dominé le début du match. Elles ont ouvert la marque en désavantage numérique en deuxième période. Laura Stacey a lancé la contre-attaque à 2-1 et a remis à Christine O'Neill qui a déjoué Erin Frankel du revers. Le Canada qui prenait les devants, les États-Unis tiraient de l'arrière pour la première fois des Jeux olympiques. Pour la première fois des Jeux olympiques, elle n'avait accordé qu'un seul but dans le tournoi jusque-là et en avait marqué 31. Les Canadiennes ont donc mené comme ça jusqu'à la toute fin. Les gardiennes de but Anne-Renée Desbiens et Erin Frankel ont été testées à plusieurs reprises. 31 tirs pour les Canadiennes, 33 tirs pour les Américaines. Ça vous donne un peu l'idée du type de match qu'on avait. C'était des attaques d'un côté et de l'autre. On se relançait en attaque comme ça tout du long du match. Et avec moins de 3 minutes à jouer, on pensait, moi je me disais...
contrairement au hockey masculin, je me disais, ça y est, ça c'est une victoire. Mais avec moins de 3 minutes à jouer, les États-Unis ont retiré leur gardienne de but. La vieille stratégie, ça a fonctionné rapidement. À son dernier match au niveau olympique, une autre légende du hockey, Hilary Knight, 35 ans, a fait dévier le tir de Layla Edwards, toute jeune défenseur. Et donc, c'était un peu comme on avait ici un lien de génération, la passation des pouvoirs. Hein? Donc, par-dessus la mitaine de Desbiens pour niveler la marque et forcer la tenue de cette période de prolongation. Et Keller, à 4 minutes 7, a marqué le but de la victoire. Qui brise le cœur de bien des Canadiens aujourd'hui, mais ça a été une grande finale, encore une fois, en hockey féminin. Absolument. Ouais. Et je le disais, on approche de la fin des Jeux, on rentre donc dans les finales dans certains sports. C'est le cas du curling, les Canadiens seront en finale. Oui, les Canadiens seront en finale en curling. Donc, l'équipe du Canadien, Brett Jacobs, va disputer ce match de la médaille d'or en curling masculin. Donc, équipe de Calgary, composée de Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hébert. On a vécu les Norvégiens, l'équipe de Magnus Ramgel, 5-4 en manche supplémentaire. Le Canada qui va affronter le Britannique Bruce Mowat pour l'or samedi. Et le Canada, étonnamment, n'a pas remporté de médaille d'or en curling depuis Sochi en 2014. Donc, ça fait quand même longtemps. Et c'était Jacobs qui avait mené l'équipe vers la victoire à l'époque. Donc, il est de retour. Les Canadiennes sont passées en demi-finale après avoir vaincu les Coréennes 10-7. Elles affrontent les Suédoises à 8h10 aujourd'hui. Les États-Unis jouent contre les Suisses dans l'autre demi-finale. D'autres choses à surveiller aujourd'hui? Ben, c'est très chargé le menu. Oui. Ce sera comme ça pour toute la fin de semaine. Juste vous dire qu'à la montagne, justement, à Livigno, ski, cross, les qualifications, Marielle Thompson a obtenu le 8e temps des qualifications. Ça se poursuit, la compétition, un petit peu plus tard. En saut acrobatique, Nicolas Fontaine, en fait, on a 4 Canadiens qui sont en qualification. Et à l'heure actuelle, donc, les qualifications se terminaient. Là, ça a commencé quand on est entré en onde. Et si je ne me trompe pas, c'est Canada-Finlande, hein? Oui, ça, c'est Canada-Finlande. Vous avez bien raison. C'était à 10h40, Canada-Finlande. À ne pas manquer. Encore des émotions fortes, sûrement. Merci beaucoup. Merci, Jean-François. Alors, Véronique, à la BTO. Émotion peut-être un peu moins forte, mais je quand même. Il y a de la neige qui s'en vient. Ben oui, ça peut susciter une petite émotion chez certains. Allons-y comme ça. Un petit peu. On commence la journée avec des températures à près de -7 au centre-ville de Montréal. Donc, ça varie un peu partout là, ce matin. 0-2, ce sont les maximums anticipés. Sur le sud, sur le centre du Québec, il y a une tendance à l'ennuagement. Donc, dès ce matin, les nuages vont prendre le relais tranquillement. Les vents du nord-est seront un petit peu plus soutenus aussi. Je pense aux gens de Québec, là, un vent du nord-est 30-50 km/h aujourd'hui. De la neige en route, oui, c'est un système qui est quand même costaud, qui va nous frôler. Alors, dans ce temps-là, c'est vraiment difficile d'anticiper la quantité exacte de précipitations. Chose certaine, à partir de Québec, plus au nord et à l'est, on est épargné. Ça ne touche pas du tout. Les régions les plus au sud, je pense au secteur de l'Outaouais, là, on ira chercher une dizaine de centimètres. Secteur de Vaudreuil, Huntington, dans ce coin-là. Plus on est près de la frontière américaine, plus on va se rapprocher de 10-15 cm. L'Estrie, Sherbrooke est plus au sud. Montréal, 5. Plus, si on va dans la vallée du Richelieu, plus au sud, 5 à 10. Plus au nord, autour de 5. Les Laurentides, la Naudière, c'est du 2 à 4 cm. Tout ça commencera pour les régions les plus à l'ouest en fin d'après-midi. Ça va s'intensifier quand même assez rapidement en soirée et ça va cesser complètement samedi matin. Ce sera terminé. Le ciel va se redégager. Les températures oscilleront autour de -3, -5 et les vents vont diminuer en cours de journée samedi. On pourrait ramener de la floconnade dimanche. Ça veut dire du flocon léger, peut-être une trace, 1 centimètre ou 2, mais dans l'ensemble, ce sont les accumulations les plus importantes. Ce soir, ce sera terminé dimanche matin et samedi matin, et ça touche vraiment les régions les plus au sud seulement. L'Abitibi n'est pas touchée du tout. On passera la journée sous le soleil. Il fera autour de -3. Tout l'est du Québec également. C'est du beau temps aujourd'hui, demain et dimanche. Les températures, -8 à -11, un peu venteux quand même. Pour ce qui est de l'Ontario, la neige se poursuit sur les régions plus au nord, 5 à 10 cm supplémentaires. C'est venteux. Ça commencera en mi-journée sur les secteurs plus au centre. Températures qui sont à la baisse pour le nord. On atteindra -8 cet après-midi. On est plus légèrement près du point de congélation vers Sudbury. Toronto-Windsor, mélange pluie-neige. Toronto, surtout de la pluie dans le secteur de Windsor. Une dizaine de centimètres de neige pour Ottawa. Ça commence cet après-midi. Il fera -1 et l'ouest, on poursuit le froid. Contrairement au week-end dernier, on y va avec des conditions généralement ensoleillées, mais des températures de -11 à -18 comme maximum. Sous la barre des -20 ce matin, Vancouver, on sera près de 6 avec quelques éclaircies. Le froid se poursuivra tout le week-end dans les prairies. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée.
À la une des différents quotidiens ce matin, cette défaite de l'équipe canadienne de hockey féminin, c'est un peu partout. C'est ce qui retient beaucoup l'attention. Ça fait mal, titre et la presse et le journal de Montréal. D'ailleurs, donc vous pourrez lire les comptes rendus olympiques dans les différents quotidiens de ce matin. Dans la presse, il y a un dossier qui a retenu mon attention de Vincent Larouche qui nous parle d'un logiciel espion pour traquer ses ennemis. Mais on ne parle pas des policiers qui utilisent des logiciels espions. On parle plutôt de Ryan Wedding. Vous savez, cet ancien athlète olympique canadien qui est accusé, donc, entre autres, en lien avec du trafic de cocaïne, d'avoir commandé des meurtres également. On apprend dans des documents de cours qui ont été consultés par la presse qu'il avait accès à un puissant logiciel d'espionnage capable d'infecter les téléphones de ses cibles à distance afin de suivre leurs déplacements en direct un peu partout à travers le monde, de lire leurs messages. En tout cas, c'est ce que soutiennent les autorités américaines. Ryan Wedding, qui est soupçonné d'avoir commandé plusieurs meurtres, ça soulève des questions inquiétantes. Ce sont généralement des logiciels qui sont utilisés par les policiers pour traquer des criminels, mais là, semble que, justement, certains cartels, et ce logiciel aurait été obtenu par Ryan Wedding auprès de cartels en Colombie, sont en mesure aussi d'utiliser ces systèmes d'espionnage très puissants pour espionner des gens à distance sans que personne ne s'en aperçoive. Des logiciels qui sont très poussés en termes technologiques. Semble que, et c'est ce qu'on dit dans l'article, quelqu'un peut recevoir, par exemple, un courriel, n'a même pas besoin de l'ouvrir ou d'ouvrir une pièce jointe et son téléphone est infecté par le logiciel espion. Dans certains cas, des logiciels très poussés sont en mesure d'ouvrir les caméras ou d'ouvrir les micros des téléphones pour faire de l'écoute ou de l'observation à distance. Imaginez quand ça tombe dans les mains de criminels, ce genre de logiciel. Donc, article à lire dans la presse de ce matin. Dans le journal de Montréal, je vous le disais, oui, c'est ce match de hockey qui retient l'attention. Puis on apprend aussi dans le journal de ce matin, Journal de Montréal, Journal de Québec, que le ministre Simon Jolin Barrette va retirer finalement l'article sur l'avortement. C'est un élément controversé de son projet de constitution. Devant la levée de bouclier, écrit Patrick Belrose dans le journal, chez les groupes féministes, le ministre Simon Jolin Barrette va annoncer qu'il retire de son projet de constitution québécoise une clause controversée sur la protection de l'avortement. Ce que les gens qui contestaient cette clause-là disaient, c'est que ça pourrait servir à des gens qui sont contre l'avortement, pourraient décider d'aller en débattre en cours si ça se trouve dans la Constitution. Donc, un article qui sera retiré. Vous retrouverez ça dans le Journal de Montréal. En une du Devoir, le communautaire se met en grève. Plus de 1000 groupes vont se mobiliser pendant 2 semaines pour exiger du financement qui répond aux besoins qui explosent dans le milieu communautaire. Marco Fortier écrit « Ça bouillonne dans le milieu communautaire partout au Québec. Le ras-le-bol est tel que des centaines d'organisations un peu partout au Québec ont résolu de faire une grève de près de 2 semaines du 23 mars au 2 avril qui va culminer par une grosse manifestation à Québec devant l'Assemblée nationale. Il y a un témoignage d'une dame qui s'appelle Marie-Claire McLeod qui se dit épuisée, à bout, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans des situations de vulnérabilité. Elle est dans le milieu communautaire à Longueuil, au sud de Montréal, depuis 30 ans. Elle a un organisme qui nourrit, qui loge, qui habille également les gens les plus vulnérables. Et elle dit les besoins sont tellement grands, puis on a l'impression d'avoir été abandonné par l'État québécois, à lire dans le Devoir de ce matin. En une du Globe and Mail, c'est l'Alberta qui prépare un vaste référendum. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a fait une allocution télévisée hier soir et elle a dit qu'il va y avoir un référendum le 19 octobre prochain qui donc va porter sur notamment la volonté d'obtenir un plus grand contrôle de l'immigration face au gouvernement fédéral, de limiter l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour certains nouveaux arrivants. L'Alberta pourrait aussi avoir une autre question référendaire ou un autre référendum plus tard sur l'indépendance de la province, mais c'est pas ce qu'a annoncé la première ministre hier. Mais en ce moment, je vous rappelle qu'en Alberta, il y a une initiative qui vise à recueillir plus de 178 000 signatures. Et si ces signatures sont récoltées, ça va forcer la tenue d'un référendum en Alberta. Donc, vous pourrez lire ça en une du Globe and Mail de ce matin. Puis, je termine avec le site Internet de Radio-Canada. Le Québec qui alimente de plus en plus la francophonie canadienne. La fin du programme de l'expérience québécoise dont on parle beaucoup, le PEC, favorise le succès d'entrée express parmi les immigrants temporaires francophones. Donc, les gens qui sont à la recherche d'autres provinces que le Québec pour aller s'établir. Et donc, des villes où il y a une certaine francophonie, notamment à Winnipeg, bien, il y a des gens qui décident de se tourner vers ces villes et de quitter le Québec. Article de Marianne Despelteaux, c'est en une du Radio-Canada.ca.
Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, je le disais au début de l'émission, Oui. il y a cet ultimatum qui a été lancé par Donald Trump à l'Iran, à Téhéran. On veut être en mesure de s'entendre, d'en arriver à un accord. L'administration Trump qui pourrait lancer des frappes militaires contre l'Iran. Il y a des menaces, donc, mais un dialogue qui se poursuit toujours entre Washington et Téhéran. Oui, même si on sent, Mathieu, qu'il y a beaucoup de tensions entre Washington et Téhéran, entre les deux pays, on continue à se parler. Cette semaine, à Genève, en Suisse, il y a des négociateurs iraniens qui ont rencontré des négociateurs américains qui sont rencontrés. Ils ont eu des pourparlers, mais ce n'était pas des pourparlers directs. C'était des pourparlers indirects. Ça a duré environ 3 heures, plus de 3 heures. C'était mardi. Ils ne sont pas parvenus, on le comprend, à conclure un accord, à s'entendre. Même s'ils auraient fait certaines avancées dans les pourparlers, ils se seraient entre autres entendus, là, selon les fils de presse, sur certains principes directeurs. Le président américain, hier, vous en avez parlé, donc, qui a dit qu'il se donnait 10 jours pour décider si un accord avec Téhéran est possible sur son programme d'enrichissement nucléaire. Les Américains veulent que l'Iran fasse des compromis, ou si Washington va décider, dans le fond, d'utiliser la force militaire contre Téhéran pour tenter de faire plier le régime. On écoute le président américain. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Alors, Donald Trump qui affirme que les Iraniens ne peuvent pas continuer à menacer la stabilité de la région et qu'ils doivent conclure un accord. Sinon, il dit le président américain, des choses graves vont se produire. On comprend bien sûr donc qu'il pourrait lancer des frappes. Il ne faut pas oublier que l'an passé, c'était au mois de juin, Mathieu, le président américain qui avait ordonné, on s'en souvient, le bombardement de 3 sites nucléaires iraniens lors de la guerre de 12 jours qui avait été déclenchée par le gouvernement israélien. Et d'ailleurs, Washington poursuit le déploiement d'une imposante force navale et aérienne au Moyen-Orient. Oui, c'est assez intense. Il y a des troupes supplémentaires donc, qui ont été déployées dans la région. Il y a 13 navires de guerre aussi qui ont été déployés au Moyen-Orient. Il y a un porte-avions qui est déjà sur place, qui est arrivé dans la région. Il y en a un autre qui est en route, accompagné de 3 destroyers. Et il y a le professeur Thomas Junot, qui enseigne à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, qui croit, lui, qu'on doit vraiment prendre les menaces du président américain au sérieux. On l'écoute. On doit prendre ces menaces-là très au sérieux. M. Trump l'a montré en juin 2025. S'il choisit de frapper l'Iran, il ne va pas hésiter. En cas de frappe américaine, il y a différents scénarios qui sont possibles. Il y a un scénario, ce serait des frappes ciblées, limitées. Les États-Unis frapperaient quelques sites iraniens, nucléaires, militaires, et ensuite signaleraient clairement aux Iraniens, on veut arrêter, pour éviter l'escalade. Dans ce cas-là, l'Iran pourrait très bien choisir de ne pas escalader, mais il pourrait très bien avoir une escalade quand même, surtout si les États-Unis décident de frapper très fort. Et à ce moment-là, les Iraniens veulent signaler non seulement aux Américains qui pourront frapper leurs intérêts partout dans la région. Et ce qu'on ne sait pas, dans le fond, c'est à quel moment le gouvernement américain, l'administration Trump, pourrait frapper l'Iran. Est-ce que ce sera au cours des prochains jours, des prochaines heures? Ça, on ne le sait pas. Et du côté iranien, où bien sûr, on n'a pas la force de frappe militaire des Américains. On se prépare, Mathieu. Il y a des exercices militaires, des manœuvres militaires qui ont été organisées au cours de la dernière semaine dans le Golfe Persique. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Actualité culturelle, Élise Jeté de retour en studio. Oui, 53 ans, c'est très jeune. Décès de l'acteur Eric Dane. Oui, décédé. On l'a principalement connu pour ses rôles dans Grey's Anatomy et Euphoria plus récemment. Il est mort des suites d'une sclérose latérale amyotrophique. Moins d'1 an après avoir rendu public son diagnostic. Donc, c'est très crève-cœur. Il était d'ailleurs devenu un porte-parole très engagé pour la sensibilisation à la SLA. Il avait reçu en 2025 un prix pour son implication. Sa carrière avait pris son envol avec le personnage du docteur Mark Sloan dans Grey's Anatomy. Son personnage était décédé au début de la saison 9, donc ça fait quand même quelques années. Il avait ensuite marqué un nouveau public avec même, je dirais, jusqu'à une nouvelle génération, finalement, dans la série Euphoria. Il laisse derrière lui son épouse, l'actrice Rebecca Gayheart, et leurs 2 filles. Triste nouvelle, effectivement. Ce matin, l'autrice, compositrice, interprète Ariel Soucy qui dévoile un nouvel extrait
en anglais. Oui, Varieties of Quiet, c'est une chanson qui se trouvera sur son prochain album intitulé Passage. « 2025 a été marqué par sa reprise lumineuse de la pièce Soleil, Soleil de Nana Mouskouri qu'elle avait faite pour la série Veille sur moi. Elle a aussi fait une série de concerts de Noël tout doux en décembre. C'était vraiment magnifique. On avait déjà entendu en janvier la pièce Pattern en français parce que oui, fidèle à elle-même, elle va nous offrir un album bilingue, donc chanson en anglais ce matin, mais il y avait déjà un single, un extrait en français qui était sorti. Son premier album, Il n'y a rien que je ne suis pas, en 2023, avait obtenu un immense succès, avait littéralement secoué la critique musicale. Son deuxième album, qu'elle co-réalise avec Benoît Parent, va explorer un folk encore plus audacieux. Et dimanche dernier, elle faisait d'ailleurs un petit spectacle là, pour dévoiler quelques chansons du prochain album. J'y ai assisté. C'était vraiment magique, vraiment un beau moment. Donc, je rappelle que l'album Passage est attendu le 27 mars prochain. Très belle chanson. En tout cas, très bel extrait que vous nous avez fait entendre Avec ce plaisir. matin. Jusqu'à dimanche, maintenant, c'est le 47e Salon du livre de l'Outaouais. Oui, ça se passe au Palais des Congrès de Gatineau. Et en plus des séances de dédicaces, il va y avoir plusieurs activités, dont une soirée d'accord bière-livre. Je ne sais pas comment ça marche, mais moi, ça me parle Ça m'apparaît être une bonne idée. Ça m'apparaît être une bonne idée également. Il y aura aussi une soirée musicale animée par le maître de l'horreur, Patrick Sénécal, qui va devenir DJ d'un soir pour souligner les 10 ans de la salle de spectacle Le Minotaure. Plusieurs rencontres sont aussi au programme, dont un échange entre Kim Thuy et Marie-Cécile Labrèche, une conférence du président d'honneur, Dany Laferrière. Et cet après-midi, l'émission Il restera toujours la culture avec Émilie Perrault sur Ici Première sera présentée en direct du Salon du livre de l'Outaouais. Alors, bon salon à nos auditeurs et auditrices de l'Outaouais qui vont s'y rendre. Et on termine avec le trio montréalais, les Shirley. Oui. J'aime beaucoup ce nom-là, les Moi Shirley, aussi. qui annonce un 3e album attendu à l'automne. Oui, elle lance aujourd'hui avec, en fait, elles annoncent l'album avec une nouvelle chanson qui s'appelle Not My Problem. Moi, ça me parle, une chanson qui s'appelle comme ça. Un nouvel extrait percutant qui ouvre la porte à l'album qui est attendu à l'automne. Une chanson écrite en moins d'une heure qui canalise beaucoup de colère bien réelle face aux relations toxiques, une charge émotionnelle qu'on impose souvent aux mêmes personnes et un refrain très libérateur. Elles ont fait dans les dernières années, elles ont partagé la scène en fait avec Weezer, Simple Plan, Billy Talent, Green Day. Donc elles ont été invitées aussi par les Foo Fighters à faire leur première partie. Elles sont vraiment sur une belle lancée. Oui. Ce 3e album-là va être vraiment très énergique, comme on peut l'entendre. C'est ça. Si vous n'aviez pas de café encore ce matin, C'est là, ça va être ça. Cet extrait des Shirley. Je voulais vous réveille. réveiller, Mathieu. C'est correct, c'est bien correct. Hey, Élise, merci. Vous terminez avec Oui. nous. Julie Jasmine va revenir lundi. Grand merci pour votre C'est un grand participation à l'émission. Très intéressant. Tous ces extraits que vous nous avez fait entendre, des artistes qu'on a découverts peut-être dans certains cas avec vos chroniques. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Là-dessus, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi. Bonne journée. On a l'appli qu'il vous faut pour les JO. Toutes les nouvelles sur les athlètes, toutes les médailles remportées et l'horaire complet de toutes les épreuves. Pour tout savoir sur les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, téléchargez l'appli Info de Radio-Canada.